Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, à la fin de l'émission, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami confrère pour l'édito donc de Jameldine Benchenouf. Et puis l'actualité continue avec El Homme. Vous aurez le plaisir de retrouver Salim Salhi ce soir. Couverture spéciale quelque part, puisque vous le savez maintenant depuis quelques jours, nous continuons avec la rédaction et surtout nos invités à décortiquer, à essayer de comprendre que se passe-t-il au sein de la gouvernance, au sein du pouvoir actuel, notamment avec ces rencontres, ces réunions qui se sont un peu mises en place maintenant depuis quelques temps, notamment ces termes employés énormément par la présidence de la République, Abdelmajid Tebboune, mais aussi par le corps militaire, Saïd Chengriha, énormément l'APS, notamment le front intérieur. Donc beaucoup de petites rencontres comme ça qui ont été annoncées. Et puis mardi, vous le savez, donc Abdelmajid Tebboune a reçu, président algérien, a reçu donc une série de partis politiques. Nous allons essayer de comprendre à quoi correspond aussi ce soir cette rencontre, puisque tous les partis, donc à moins de 4 mois de cette élection, une élection aussi qui est totalement absente de la population algérienne, très peu en parlent, les médias aussi, aucun débat réel, j'ai envie de dire, qui met réellement en contradiction le bilan, le mandat d'Abdelmajid Tebboune, mais aussi peut-être donner la parole aux partis actuels, qui siègent actuels au sein des assemblées nationales, locales, les wilayas, les communes, mais aussi aux autres partis qui n'ont pas de siège et qui ont aussi envie de se faire entendre. On en parle aussi ce soir. Donc, une réunion qui arrive 5 ans après l'investiture d'Abdelmajid Tebboune. Cette rencontre donc, a eu lieu avec plusieurs partis politiques. On va essayer de comprendre de quel parti il s'agit, aussi à quoi ils correspondent. Est-ce que réellement ils représentent une partie de la population? Au dernier législatif de juin 2021, c'est pas loin de 4 millions d'Algériens officiels qui ont voté pour ces partis-là. Donc, vous comprendrez que les 21 autres millions d'Algériens qui sont censés voter ne sont pas du tout représentés, notamment ici. Donc, nous allons essayer un peu de comprendre à quoi donc rime voilà, cette rencontre. D'ailleurs, une rencontre qualifiée de minorité par les réseaux sociaux et les partis politiques représentés. Donc, je vous le disais, donc invités à cette réunion ont eu le même langage, les mêmes éléments de langage, rencontre historique, un dialogue franc, constructif. Voilà un petit peu dans la forme des images qui défileront tout à l'heure. Vous verrez aussi, c'est assez particulier puisque ce sont des partis politiques qui normalement sont d'opposition. Certains d'ailleurs sont même candidats. Mais il y a cette adoration, un président voilà, qui est idolâtré. On est content de l'embrasser, de le saluer. C'est assez particulier. Puis on essaiera aussi de comprendre un peu le rôle, encore une fois, des médias, puisque le NTV donc, n'a diffusé qu'1 minute 30, 2 minutes de réaction et toujours dans le même sens. Et d'un autre côté, TSA qui a aussi réussi à divulguer certains éléments de certains partis, mais qui ont été à la fois totalement cachés aux Algériens, aux Algériennes par notamment les chaînes d'État comme le NTV. Sans plus tarder, donc nos invités. Hassan Herej, bonsoir, docteur en économie, analyste politique et puis écrivain. Je rappelle que vous avez donc commis plusieurs œuvres. La dernière en date que j'apprécie et que nous apprécions particulièrement, elle est consacrée au chanteur, interprète, poète, compositeur, révolutionnaire aussi, Slimane Azem. Donc on peut toujours se la procurer. Hassan Herej, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Bonsoir à vos invités que je découvrirai au fur et à mesure. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à votre équipe. Merci infiniment. Elle est avec nous, elle dirige le bureau de Paris de Riposte International, donc ONG qu'on ne présente plus, qui travaille pour les droits et les libertés en Algérie, mais pas que, à travers le monde. Lila Tamansort, bonsoir. Bonsoir Chaven, bonsoir à Hassan que je viens de voir, bonsoir à toute l'équipe de El Magharibiya et tous mes remerciements pour votre invitation et bonsoir à toutes les personnes qui suivent actuellement vos programmes. Merci et on devrait avoir, alors je ne sais pas s'il est déjà avec nous, Maître Majid Hachour.
Voilà, Mazel, on me dit, donc Maître Majid Hachour qui va venir nous rejoindre. Lila Mansour, je vais commencer par vous. D'abord, on en parle maintenant depuis quelques jours, puisque vous le savez, au sein de la rédaction, on essaye de comprendre et de poser aussi les questions, pas qui fâchent, mais surtout les questions que vous vous posez, hein, vous, à la maison. Selon vous, Lila Mansour, comment vous analysez, à quoi correspond un peu cette rencontre qui a eu lieu, Abdelmadjid Tebboune qui est président algérien, qui reçoit donc des partis politiques. Alors, toujours les mêmes éléments de langage. Alors, soit c'est le meilleur des chefs d'État, soit ces partis politiques ont un rôle peut-être de porte-parole, de lièvre quand on voit le comportement, notamment leur salut et puis aussi leur sortie. Comment vous analysez cette rencontre, Lila Mansour? Alors, pour moi, le rendez-vous du 21 mai aurait pu être une excellente initiative, une très bonne chose, dans le sens où la proximité entre un chef d'État ou un représentant du peuple, elle est réduite. Donc, il y a ce rapprochement entre le représentant, parce que moi, je ne peux jusqu'à présent pas dire le président. Je n'ai pas voté et je ne lui donne pas cette légitimité, malgré les 4 années passées, bientôt 5 ans. Donc, ça aurait pu être une très bonne tradition de se rencontrer, de dialoguer, d'écouter, de co-construire. Pourquoi pas? Moi, ce que je décèle comme anomalie, c'est qu'elle soit venue en ces temps, en ce laps de temps, il reste même pas 4 mois pour les élections présidentielles. Comme dit le dicton en français, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Et moi, je trouve que ce n'est plus l'heure de faire ce genre de rencontre, parce qu'il est l'heure justement de préparer la campagne électorale, à moins qu'il les ait invités pour compléter son programme s'il est potentiel candidat. Et éthiquement, s'il est dans cette posture, potentiel candidat au présidentiel prochaine, je trouve déconvenant de faire appel à ces représentants de certains partis politiques qui sont pour moi les tentacules du même parti unique historique, qui ne représentent pas l'opposition réelle du pays, hormis ces 2 ou 3 qui étaient dans leur passé glorieux vraiment dans l'opposition, mais ils ont viré vers cette opposition fictive. Donc, ils soutiennent, de leur ligne politique de leur parti respectif, puisqu'ils soutiennent tout ce que entretient ou fait ce pouvoir illégitime actuel. Donc, ma question, pourquoi avoir attendu jusqu'à cette période? 4 mois seulement nous séparent des échéances électorales. Et sachant aussi que les partis représentés dans cette assemblée ou dans cette réunion, ceux qui sont appelés à venir à cette réunion pour discuter d'après ce que disait Tebboune, pas de l'organisation des échéances prochaines, mais de la politique étrangère que doit mener l'Algérie. Donc, comme je disais, c'est pas l'heure. Ce n'est plus l'heure. Ce n'est plus l'heure de discuter de ces choses en fin de mandat. Il aurait pu entretenir cette tradition dès les débuts de son mandat, parce que s'il était venu vraiment pour co-construire avec l'ensemble des représentants du peuple, cette méthodologie, il aurait pu l'instaurer dès le départ. Maintenant, est-ce que c'est une preuve d'incompétence des personnes qui l'entourent et ce n'est que maintenant qu'ils ouvrent les yeux sur l'importance d'avoir une méthodologie de travail et de se projeter dans le temps, malgré ce qu'il avance sur 2027. Ça, c'est des promesses de pervers qui veulent se maintenir dans une certaine place. C'est pour miroiter les choses au peuple algérien, comme quoi il est là pour travailler pour ces peuples.
ce peuple plutôt. Et quand on voit les partis représentés dans cette réunion, comme tu le disais dans ton introduction, effectivement, c'est l'électorat, les voix exprimées, ce n'est que 4 652 000 personnes. Donc, les votants, c'était 5 622 000 personnes. Les voix exprimées, ce n'est que 4 600 000. Et donc, le reste du peuple algérien qui a voté, qui était en âge de voter, n'est pas représenté dans cette assemblée. Donc, c'est encore une fois, pour ma part, je considère cette approche comme un déni de plus, comme un mépris pour le peuple. Beaucoup, effectivement. On va y revenir beaucoup. Effectivement, on se pose la question pourquoi, dans le cadre de ces rencontres, beaucoup de partis politiques ont été évités les acteurs réels de l'opposition ont réagi. Beaucoup d'Algériens et des Algériens. La rencontre des minorités aussi. Les réseaux sociaux ont qualifié cette rencontre. On va juste dire bonsoir. Majid Hachour qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, maître. Bonsoir Chaban et bonsoir à tous les invités. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous. Hassan Hiresh, pareil, peut-être 3-4 petites minutes déjà sur la forme. On essaye vraiment de comprendre aujourd'hui à quoi, par qui et quoi est gouverné et comment le peuple algérien. D'ailleurs, vous l'avez vu, le titre de l'émission, une classe politique aux ordres. Est-ce qu'elle a été mise en place? On sait qu'il y a eu cette période où c'était un peu la fin aussi du parti unique, où il y a certains partis ont commencé à émerger. Donc on essaye vraiment de comprendre en 2024, à la veille de cette échéance du 7 septembre, dans quel contexte, dans quel environnement politique vivent les Algériens. Hassan Hiresh, cette rencontre, ces poignées de main, on a vu Sofiane Djilali avec le sourire embrassé, il était fier d'embrasser le président. On essaye de comprendre. Hassan Hiresh. C'est un secret de polichinelle, tout le monde sait que les Algériens vivent malheureusement dans une situation totalement non démocratique et qui n'ont pas droit à la parole. Et ça, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Et donc, les éléments d'analyse, ça reste toujours les mêmes. Il y a opacité dans les décisions. On ne connaît pas véritablement qui sont les centres de décision. Vous savez, on est dans une situation d'institution schizophrénique dans la mesure où les institutions en place ne sont pas celles qui prennent justement les décisions, qui managent le pays et qui ne sont pas représentatives de la véritable du véritable pouvoir décisionnel dans notre pays. Donc, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Maintenant, quant aux différents partis qui ont défilé à la présidence, ça aussi c'est habituel. C'est une espèce de rituel pour dire que, voilà, il y a une ouverture, que nous prenons en compte les différentes opinions. La réalité est malheureusement totalement contraire. Nous sommes dans une situation politique qui veut dire que nous ne voulons pas ouvrir le pays, nous voulons qu'il y ait une prolongation du système. Il y a une espèce de peur à changer, et la peur peut être à la fois politique, parce que beaucoup ont peur de perdre leur poste, de perdre leurs privilèges, de sortir, on va dire, des sphères de pouvoir. Peur aussi psychologique, dans la mesure où ils ont un sentiment de puissance, il y a une espèce de refus d'admettre les opinions des autres. Toute critique est considérée comme étant une attaque, et donc leur poste politique devient un sentiment d'identité. Et en sortir, c'est carrément perdre leur identité. Après, il y a évidemment le côté culturel, c'est-à-dire que nous sommes dans une culture qui a peur des changements, que ce soit au niveau familial, au niveau sociétal, et donc ça déteint évidemment sur le niveau politique. Donc, il y a des études qui ont été faites là-dessus, notamment je pense à un sociologue éminent hollandais,
Hofstede, et qui classe les pays en fonction justement de leur propension à changer, à faire des réformes, etc. Il se trouve que nos pays sont dans la catégorie qui ont totalement peur du changement, et quand il y a un changement, il y a une espèce de panique, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas comment gérer ce genre de situation, et donc on se retrouve avec des discours soit de langue de bois, soit des discours totalement délirants et qui ne correspondent à aucune réalité. Et les dirigeants sont coupés du monde et à absence vraiment du relationnel. On fait semblant qu'il y a un contact avec la société en invitant quelques partis dociles, sachant que des gens comme Mohsin Belabbas, comme Karim Tabou, etc., ne seront jamais de la partie, ne seront jamais invités. Donc on est dans une configuration à la fois politique, à la fois culturelle et psychologique, qui sont des éléments bloquants et qui empêchent un changement, comment dire, j'allais dire radical, mais il n'y a même pas besoin que ce soit radical. Un changement, on va dire, à petits pas qui aille vers une démocratie, vers au moins une liberté de parole et une participation effective du peuple algérien aux décisions majeures, notamment une décision comme celle qui désigne un président de la République. Merci Hassan Herache, restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. On va entendre bien sûr Maître Majid Hachour en direct d'Alger. Quelques éléments d'information avec ce petit support médiatique et on se retrouve tout de suite après. Tout en restant silencieux sur le contenu, les partis politiques applaudissent le président. Ils ont fait l'éloge de ce qu'ils ont décrit comme une « discussion franche et constructive » avec le président. Ils sont tous d'accord pour décrire la rencontre comme historique et qui établit de nouvelles traditions de dialogue. Le secrétaire général du FLN a salué le style de dialogue et de consultation du président. Ben Moubarak a souligné que son parti continuera à œuvrer pour développer le pays et préserver ses intérêts. Le premier responsable du FFS a béni l'initiative du président, car son parti a été le premier à appeler à de telles rencontres. Aouchiche a souligné que la discussion était libre et responsable. Le secrétaire général du RND a parlé de l'importance de cette réunion, car elle a clarifié les visions des partis. Mustafa Yahya a souligné que notre pays a besoin d'un consensus national. La responsable du Parti de travailleurs a confié que le dialogue a touché toutes les questions nationales et internationales. Hanoun a révélé que son parti a fait part de ses préoccupations et que le président avait fourni des réponses. De son côté, le chef du mouvement El Bina a expliqué que l'ordre du jour de la réunion était librement ouvert. Bengrina a salué la volonté du président d'étudier avec un esprit ouvert toutes les préoccupations des partis. De même pour le reste des déclarations des autres partis. Comme s'ils puisaient les mots d'une seule source, selon des observateurs. Il était clair qu'il y avait une volonté d'éviter d'évoquer les résultats et les décisions de cette réunion. Maître Majid Hachour, avocat, donc juriste et puis père de famille, algérien. Maître en tant que professionnel, mais en tant qu'Algérien, vous qui connaissez bien ce pays, à la veille de cette échéance tout de même importante pour un État, pour un pays continent comme l'Algérie, 27 partis politiques ont été réunis par le président algérien. Quelle analyse vous faites de cette rencontre, sachant effectivement que c'est l'omerta, on n'a pas réellement de contenu sur ce qui s'est dit, on n'a pas eu de représentants politiques, aucun des 27 n'est sorti en faisant des esclandres, en étant un peu colérique, fâché, c'est pas normal, on nous a pas entendu, etc. On n'a aucun élément là-dessus, et encore moins le Daoula Madaniya Machi Askaria. Il ne faut pas oublier que le peuple algérien aussi, on en a marre de cet état militaire et demande un état civil. Majid Hachour, comment vous
expliquer? Quelle analyse vous faites de la forme et du fond de cette rencontre? Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Les partis politiques, parlons-en. Le jour où ils ont été créés par la Constitution de 89. Leur dénomination, c'était quoi? Association à caractère politique. Pas parti politique. Association à caractère politique, ça revient à quoi? Ou bien ça revient à dire quoi? Ça revient à dire quoi? Que ce sont des associations qui sont versées dans le politique. Sans plus. On va parler des politiques, mais avant de parler des partis politiques, on doit d'abord parler de la démocratie instaurée en 89. C'est vrai que c'était une bouffée d'espoir et une bouffée de liberté, etc. On allait installer une démocratie, mais quelle démocratie? On avait installé une démocratie dans son côté uniquement procédural. Les élections, les agréments des partis politiques, les participations aux élections, les pseudo-dialogues. Voilà la démocratie dans le sens procédural. Alors que, avant qu'il y ait ce genre, la procédure, il faut qu'il y ait le substantiel. A-t-on voulu, et c'est là qu'on démontre notre volonté d'aller vers la démocratie. S'il fallait installer, il fallait d'abord s'occuper de la démocratie, de ce qui est substantiel en démocratie. Il ne convient pas d'annoncer ou bien de décréter la démocratie pour qu'on soit dans un pays démocrate. La démocratie est une construction. Et les substantiels de la démocratie, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Badjid Hachour? C'est-à-dire que pour vous, quelque part, le pouvoir algérien, peut-être en ayant crainte de perdre les rênes, c'est d'année en année, depuis ces années-là, effectivement, vous parlez de 89, c'est créer une classe politique pour se protéger, pour maintenir et maintenir le trône? Il est clair que désormais, ou dorénavant, qu'on sache, qu'on voit bien clair que cette classe politique est une classe artificielle. Ayed Hamid l'avait bien dit. Le pouvoir, c'est construire, c'est choisir ses opposants et c'est choisir ses alliés. Et ce qui s'est passé, il y a tout un historique. Un jour, peut-être parce que nous, notre tort, c'est de ne pas débattre des choses. Parce que je voudrais bien, je ne vais pas être long. Vous m'avez invité, je vous remercie de votre invitation. Je vous en prie. Aussi possible. Parce que le problème, quand on dit on refuse le changement, on ne refuse pas le changement. Il n'y a pas de mauvais peuple, mais il y a de mauvais systèmes. Ce système-là, il n'a pas été instauré depuis 62. Ou bien, il a tiré son essence de quoi? De la culture PPA, du Parti populaire algérien, Parti du peuple algérien. Dans ce parti-là, d'ailleurs, l'échec de l'école algérienne, c'est qu'on se retrouve devant des gens qui sont issus de cette école. Hein, bon, c'est vrai qu'il n'en reste pas beaucoup, mais à un moment donné, ils étaient très majoritaires, donc ils ont transmis leur pensée. C'était quoi au PPA? Le refus du changement, l'empêchement de l'émergence, le culte du secret et le culte du zaïmisme. Regardez ce qui se passait, j'essaie de faire vite. Regardez ce qui s'est passé dans cette réunion. Je n'ai pas vu de parti politique ou des personnalités politiques. J'ai vu des gens qui sont en train, comme dans cette vidéo, sont en train de saluer le président, de l'embrasser, de lui faire des câlins, comme un zaïm. Le problème, il est où? Le problème est dans cette classe politique. On n'a pas de classe politique, qu'on le veuille ou pas. On a des personnalités qui essayent, malgré la difficulté, malgré tout ce qui se passe, qui essayent de résister. Je suis d'accord. Mais on les bloque. Les anciens, ils les ont bloqués. Les nouveaux, comme Mohsin, Karim, etc., ils les bloquent encore. Pourquoi? Pour qu'ils sévissent eux. Pour qu'eux sévissent. Il ne faut pas qu'il y ait d'émergence d'élite. La preuve, regardez, en parlant d'élite, regardez ce qui s'est passé à Bisni Noir. Heureux maintenant qu'ils ne les tuent pas, ils les emprisonnent, mais bon, c'est du humour un peu noir.
Mais bon, il y a une évolution. On ne tue plus les élites, mais on les emprise. Aux partis ou à certaines personnalités qui par exemple, essayent de faire à leur manière, de réfléchir à leur manière. On les bloque. Regardez le RCD, regardez le PST, regardez le MDS, ou on les domestique. Façon PT, façon FFS et d'autres façon FLN qui a été tout le temps domestiquée, etc. Et tout ça, pourquoi? C'est clair. C'est dans le sens d'aller dans leur pérennité, de bloquer la société, de bloquer tout débat sur le pays et l'avenir du pays. Vous voyez les lois qui sont sorties, qui aggravent toute volonté de débat. Voyez tout ce qui se passe actuellement. On va y revenir, notamment les amendements du code pénal. On va y revenir dans un instant, Majid Hachour. Hassan Hiraj, je voudrais aussi peut-être. Alors, on va retrouver Lila Mansour qui est aussi avec nous ce soir. Lila Mansour, est-ce que le pouvoir. Parce que certains diront, mais attendez, le président de la République, il est là, il est ouvert, il réunit les partis, il a envie de discuter, d'entendre aussi ce que les partis qui représentent le peuple, hein, parce que c'est ce que dit aussi le pouvoir, hein, dit clairement, et à la fois c'est vrai qu'il y a à peu près 4 millions, vous avez donné le chiffre exact d'ailleurs tout à l'heure, qui représentent réellement ces 27 partis, mais derrière ça, c'est quoi? C'est une illusion d'ouverture? Est-ce que peut-être depuis ces années 89, 90, le pouvoir s'est petit à petit aussi entouré, a réussi à créer une classe politique aux ordres qui le protège? Comment vous analysez cette classe politique qui est là tout de même? On l'appelle comme on peut l'appeler, vous allez me donner votre définition, mais elle est présente. Et il y en a une autre qui existe, on en parle bien évidemment, qui est aussi réprimée, qui fait malheureusement face à des barrières, à de la répression. Lila Mansour. Tout à l'heure, Hassan Hiraj avait dit qu'il y avait cette peur, il y avait des personnes, peur de perdre les privilèges, la classe ou même ce qui concerne la vie privée. Mais actuellement, avec tout ce qui se passe en Algérie, même depuis l'ère Bouteflika, on a rééduqué le peuple, même le mot rééduqué, il est faux dans le contexte parce qu'on l'a mis dans une doctrine de façon à ce qu'il soit dans le culte de la personne. Et c'est ce qui se passe avec Bouteflika. Ils étaient dans l'adoration, l'idolâtrie de Bouteflika. Cette classe politique dont vous parlez là à l'instant, celle qui est invitée d'ailleurs, excepté certaines personnes qui n'étaient pas dans le processus jusqu'à récemment, c'est la reproduction des schèmes. Ils sont en train de reproduire exactement ce qu'ils faisaient avec le défunt Bouteflika. Donc, est-ce que cette classe, est-ce que ces personnes-là, ces représentants-là, d'une base qui n'est pas énorme, si on a vraiment des réelles statistiques, hormis le FLN historique qui drainait une certaine masse derrière lui, mais il a perdu de sa légitimité après tout ce qui s'est passé. La contradiction, quand on voit les tableaux qu'ils affichent le lendemain des élections, on voit toujours le FLN en tête de liste, alors que excusez-moi du terme, le peuple l'a vomi. S'il y a eu des émeutes, s'il y a eu des revendications des militants, c'était contre ce FLN justement, et non pas pour le mettre à la tête de chaque élection dans le pays, qu'elle soit législative ou autre. Donc c'est contradictoire avec tout ce que le peuple veut. Ils sont en contradiction. Quant à la vraie classe politique actuelle, elle est muselée. Ils lui ont scellé tous les horizons, y compris la société civile. Vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est Maître Hachour qui parlait du code pénal. Il y a eu des recommandations qui ont été faites par la société civile algérienne quand ils se sont réunis. C'est l'abrogation, entre autres, du 87 bis, de la loi 91-19, de plusieurs lois, que ce soit dans le code
dans la Constitution essaie de s'aligner sur les lois internationales. Ainsi, on pourra dire que l'Algérie elle est sur la bonne voie dans le respect des droits humains, dans le respect des lois internationales et d'avoir une loi qui fasse que le peuple puisse jouir de toutes ses libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives, de pouvoir se projeter, de pouvoir exercer une activité politique, de pouvoir se réunir librement sans avoir à demander des autorisations. Donc toutes ces pratiques-là que Tebboune a interdit, qui étaient relativement permises. Hein. Je ne dirais pas que c'était une démocratie idéale, mais à un certain moment, il y avait une pseudo-démocratie dont parlait Maître Chour. Même le fait que la création de Stin Hizb, même ça, je pense que le fait qu'ils aient permis ce chiffre, c'est pour en faire une blague. Stin Hizb, c'est pour vraiment diviser en miettes le peuple algérien et lors des élections, évidemment que le FLN sera en tête. Donc, tout ça, c'est des manipulations programmées de façon à ce qu'il y aura plus de majorité dans l'opposition et il y aura le maintien du FLN et de ces tentacules comme le RND qu'ils ont créé par la suite et toute autre partie qui est satellitaire de ce pouvoir. Mais je reviens à vous. Je reviens à vous, Liata Mansour. Hassan Hayrach est avec nous aussi ce soir. C'est vrai que quand on voit de l'extérieur, alors on se dit, il y a eu des millions et des millions, les images l'ont prouvé, les semaines l'ont prouvé, les Algériens ont été fidèles à leur révolution, le sont encore d'une autre manière. Donc changement de système, dégagez tous. Plus d'État militaire, un État civil, non au 5e mandat, non aux élections. On rappelle que les élections où Tebboune a pris place au pouvoir, elles n'étaient pas souhaitées. Donc le pouvoir a dû imposer cette date qui était le 12 2019. Mais d'un côté, on a aussi ces images qui font qu'on a quand même des partis qui sont là, qui sont censés représenter le peuple. Alors, est-ce qu'ils représentent réellement quelque chose? Il y a à peu près un peu plus de 4 millions donc en tout pour tous ces partis d'électeurs algériens qui ont voté pour eux. Et on a on a plus de 20 millions d'Algériens qui votent. Je ne parle pas de la population, mais qui sont donc actifs en termes de votants. Et qui sont ignorés. Comment vous expliquez que ce pouvoir, effectivement, il n'a pas envie d'entendre ces millions d'Algériens qui veulent un changement de système, qui veulent un état de droit, qui veulent autre chose? Pourquoi est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune, aujourd'hui, n'a pas la capacité ou le pouvoir d'écouter les autres partis politiques, les autres représentants, les autres personnalités politiques? Oui, c'est une excellente question. Moi, je pense que une partie de la réponse, c'est qu'il n'y a pas de tradition démocratique en Algérie. C'est que nous sortons de 5 siècles de domination et la seule question que se pose le pouvoir en place, quel qu'il soit et quelle que soit la période, c'est de se dire comment domestiquer le peuple, comment maintenir notre mécanique qui fait que le peuple n'ait pas le droit à la parole, n'ait pas le droit de décider, n'est pas sa souveraineté, ainsi de suite. Je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui au niveau institutionnel sans regarder l'histoire au moins des 5 derniers siècles, c'est-à-dire depuis la régence turque, où on avait exactement le même principe, c'est-à-dire vous avez le bey, les dey, et puis les bachara, les lara, etc., qui viennent prêter allégeance au chef suprême, et puis on décide pour le peuple qui est extorqué au niveau des impôts, qui est écrasé au niveau de ses libertés d'expression, de circulation, au niveau de ses libertés aussi de production économique, ainsi de suite. Et on arrive au système colonial, c'est exactement le même système. Vous avez le gouverneur et puis vous avez quelques pseudo-représentants. Et d'ailleurs, ils ont gardé les mêmes titres que la régence turque. C'est les bachara, les aras, etc.
et donc qui périodiquement, qui correspondent d'ailleurs des périodes qui correspondent à des élections, même s'il y avait le premier collège et le deuxième collège, périodiquement on convoque un certain nombre de personnages qui acceptent effectivement la soumission et qui acceptent de jouer le jeu, qui acceptent cette vaste pièce de théâtre que sont les élections d'avant ou d'après indépendance. Et donc, il ne faut surtout pas s'étonner qu'on assiste aujourd'hui au même protocole, c'est-à-dire qu'on fait appel à des hommes et quelques femmes qui acceptent le jeu, dont on est sûr qu'ils vont accepter le jeu. Par contre, des personnalités politiques qui voudraient que ça change sont évidemment tenues à l'écart. Donc nous sommes dans un processus qui est totalement connu et j'insiste sur le fait que dans leur tête, il ne peut pas émerger la moindre idée de changement, encore moins un changement important, radical, parce que, j'insiste là-dessus, nous avons une culture conservatrice et donc ils profitent aussi de ce fait. C'est-à-dire que même d'un point de vue sociétal, on a vu pendant la colonisation qu'il y a eu des soulèvements sporadiques. On a vu la création de partis politiques, mais qui étaient en réalité rentrés dans les rangs, même si certains d'entre eux réclamaient l'indépendance, ce qui était contraire évidemment aux objectifs de la colonisation. Mais même là, en fait, ils utilisaient les mêmes méthodes. On a vu les crises à l'intérieur de ces partis-là. On a vu les crises du PPA, par exemple, et puis le rejet, là aussi, des militants qui prônaient l'Algérie algérienne. Donc, tout ça, en fait, procède d'un même moule politique, psychologique, culturel. Et pour que ça change, il faudrait, comme au Portugal, des hommes qui apportent une révolution, peut-être pas des épées, mais peut-être des rameaux d'olivier. Une révolution, un mot aussi qui en dit long en Algérie. Maître Majid Hachour, si on pousse un peu plus, voilà, c'est des quelques semaines qui vont arriver. À quoi peuvent s'attendre les Algériens, mais aussi l'Algérie? Alors on a Mohamed Charfi qui a assuré donc pas plus tard qu'hier dans la wilaya de l'Arwat, qu'il a dit clairement que le prochain scrutin présidentiel se déroulera dans des conditions énormes, optimales, dit-il, en termes de transparence et de démocratie. Fin de citation. On a cette table ronde. Je pousse un peu la question aussi avec vous que je viens de poser à notamment Hassan Hiresh. On pourrait avoir tendance à se dire mais tout est bien dans le meilleur des mondes, on a cette démocratie, tout le monde est réuni autour de la table, tout le monde invite tout le monde à voter, alors qu'il n'y a pas il y a toujours ce fossé qui est là entre le pouvoir actuel et le peuple algérien qui n'a confiance ni en la politique, ni en candidat, qui n'a aucun intérêt pour cette échéance. Et on a toujours ces candidats qui ne reviennent pas sur ce bilan assez sombre, assez noir du président Tebboune. Ayez pitié de ce pays. Ayons pitié de ce pays. Je viens de défendre une affaire de militants d'un parti politique. C'était quoi les accusations? C'était le trafic des élections. Secret professionnel, je ne vais pas revenir au fait. Mais j'ai défendu une affaire de trafic d'élections. Donc à présent, ils ne pourront jamais dire que les élections ne sont pas trafiquées. Ils veulent qu'on fournisse le jugement avec plaisir. J'effacerai les noms, mais les faits, je ne les effacerai pas. Ceux qui disent que les élections seront organisées dans les meilleures
conditions du monde et qu'on aura des conditions optimales. Ça veut dire quoi? Si je le tiens sur ces mots, ou si je l'accompagne, ou si je dis que je n'en disconviendrai pas, ça veut dire que les élections d'avant, ils étaient comment? Ils étaient trafiqués. Et chaque année, de toute façon, chaque année, on nous promet des élections claires et transparentes. Chaque année, chaque élection. Et à la fin, on se retrouve avec des élections trafiquées. Mais comment peut-on parler d'élections, ce qui fait une élection transparente aux normes de démocratie? C'est la base des partis politiques. On peut imaginer un bureau de vote avec un bureau de vote est composé de plusieurs représentants de tous les partis politiques, de chaque candidat présent dans les bulletins, afin que par eux-mêmes ils puissent faire cette transparence. Et on sait qu'aujourd'hui en Algérie, bon d'abord les représentants politiques, on a quelques noms et prénoms, mais on n'a pas de base militante. On a l'impression aussi d'avoir des partis vides, hein, des coquilles vides, comme peuvent l'évoquer, le qualifier certains et certains. Donc, comment, encore une fois, on peut quelque part, c'est une question, mais est-ce qu'on ne maîtrise pas une nouvelle fois le peuple et la jeunesse algérienne qui est sortie dans la rue en disant on ne peut pas voter dans ces conditions-là, on n'a pas confiance? Deux choses. La première, il y a eu une union de pseudo-partis politiques, de pseudo-classes politiques. Ont-ils discuté de la dissolution de cette agence d'élection? Ce n'est même pas une agence, ce n'est même pas un office. Agence qui traficote des élections. Ont-ils discuté de cette chose, de sa dissolution, et d'instituer un organisme qui réunira tous les partis politiques avec le pouvoir, il n'y a pas de souci, qui gère ces élections? Ont-ils discuté de ça? Ils en sont incapables. Je sais de quoi je dis. Un. De deux, c'est malheureux, c'est terrible. Quand on sait qui est le candidat, enfin ce n'est même pas le candidat, c'est celui qui sera reconduit. On sait qui sera le reconduit. On sait le vainqueur. Mais on participe. Tout ça pour revenir sur ce qu'a dit M. Hirash, c'est que le problème n'est pas procédural, n'est pas en termes d'élection. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Les élections, ce sont les bœufs. Mais la charrue, c'est quoi? C'est tout l'aspect substantiel de la démocratie. Qui passe par quoi? Pour éviter, pour passer, voilà le changement, pour passer de cette féodalité qui a régné, je suis tout à fait d'accord, de cette féodalité qui a régné, mais qui ne dit pas son nom, à un véritable État républicain. Parce que tout le problème est là. La contre-révolution opérée depuis 62, parce que de tout ce qui se passe de 62 jusqu'à maintenant est une contre-révolution dans laquelle le peuple citoyen qui a combattu pendant 7 ans pour regagner quoi? Sa citoyenneté, on lui a enlevé. Par quoi? Par Thawra Ziraïa. Parce que la citoyenneté, d'abord, c'est la propriété. On lui enlève la propriété sous le nom de la propriété générale et les nationalisations et Thawra Ziraïa. On lui a enlevé sa propriété. On lui a enlevé sa propriété, on lui a enlevé sa citoyenneté. 1. 2. Les 7 ans d'indépendance. On n'aurait pas eu notre indépendance sans la solidarité du peuple. On était unis. Boumediene et compagnie, partisans de la contre-révolution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé tous les ressorts qui peuvent nous unir. On continue. Il a peur, il y a eu 2 sursauts majeurs. Je sais qu'il y a eu 80, il y a eu 88, etc. Mais deux aspects, parce que
Notre problème à nous, c'est qu'on n'a jamais débattu de la révolution, on n'a jamais débattu du Saint-Egidio, on n'a jamais débattu du PPA, parce c'est vrai qu'on nous empêche de débattre, c'est clair, mais on n'a jamais débattu. Il y a eu deux choses. C'est pro-contre-révolutionnaire. Je vous laisse finir rapidement là-dessus, Majid Hachoj, je vous en prie. Il y a eu 91, les élections de 91, qui étaient un rejet, un vote sanction contre eux. Ça les a traumatisés. Il y a beaucoup de gens dans leur sphère qui n'ont pas encore, accepté la chose. Et bien sûr, 2019. 2019, c'était une révolution sanction. Aussi, merci Majid Hachoj. Lila Tamansort, peut-être un dernier mot avant de vous dire au revoir, et puis peut-être cette presse aussi. TSA a dit certaines choses, tout de même est allée un peu plus en profondeur, pas totalement, elle n'a pas eu toutes les infos, mais des choses que l'ENTV n'a pas du tout divulguées aux Algériens et aux Algériennes. Peut-être une réaction en termes des libertés aussi, même dans une réunion quand même assez régulé, assez cadré, assez encadré. Les médias algériens ont été très, très silencieux. Une réaction d'une minute, je vais devoir très rapidement rendre l'antenne et on entendra Hassan Helech pour le mot de la fin juste derrière. On parle toujours de l'opacité du système et de ses pratiques. Les médias ils sont sous le contrôle, donc sous les ordres de ces systèmes. Évidemment, s'ils ont ordonné que la réunion n'est pas publique, c'est pour justement ne pas rendre public ce qui se dit et ne pas engager ni les représentants du système, ni les personnes qui sont venues les soutenir ou assister à leur mascarade préparative des élections prochaines. Donc on est habitué à ce genre de pratique. Ça ne m'étonne pas que ça passe par un autre canal et que ce soit peut-être un peu enjolivé, tourné. Je ne peux pas juger de l'authenticité de ce qui a été rapporté par ce média en ligne. Mais permettez-moi juste de revenir sur justement les échéances électorales par rapport à la transparence. Oui, très rapidement. J'ai été amenée à être plusieurs fois assesseuse et même vice-présidente et présidente d'un bureau de vote ici en France pour dire que la différence qui existe entre les démocraties occidentales et les pseudo-démocraties d'ailleurs, c'est que quand vous rentrez déjà en tant que assesseur ou peu importe, en tout cas membre de surveillance du bureau, vous êtes fouillé et les urnes sont transparentes. Et je vous assure que je suis partie de chez moi à 7h30 du matin, je suis rentrée à 4h30 du matin parce qu'il y a eu une erreur dans le comptage des voix. Donc on a été obligé de refaire ça à la mairie de la municipalité où je suis à plusieurs reprises pour trouver le nombre exact pour ne pas porter préjudice aux voix exprimées. Donc c'est toute la différence dans les transparences justement. Ce sont les personnes présentes. J'invite le peuple vraiment à se résilier et à venir lui-même chercher sa liberté. Il ne faut pas qu'on attende que ce soit Tebboune ou tout autre personnage fictif ou désigné de ce système qui vienne nous dicter notre conduite ou désigner de notre avenir. Merci. Merci Lila Tamansort. Je l'ai vécu aussi effectivement. Hassan Helech, pardonnez-moi, vous avez 30 secondes. Écrivain comme vous êtes, je sais que vous allez le faire, le mot de la fin. On vous réinvitera, on aura le plaisir de vous réécouter. Avec plaisir, c'est juste pour dire que quand on est dans une configuration, malheureusement, de ce sentiment de puissance dont je parlais, donc il n'y a pas de compromis possible, on n'accepte pas le compromis et on n'accepte pas les opinions des autres. Et malheureusement, ceux qui sont le plus malheureux parmi les centres de pouvoir, les différents centres de pouvoir, c'est ceux qui veulent le changement et qui assistent impuissants justement à la psychorigidité du système. Merci infiniment Hassan Helech, docteur en économie, analyste
Mais toujours disponible. Un vrai régal. Lila Tamansour, président du bureau à Paris de Riposte International. Merci. Et Maître Majid Hachour, merci pour vos mots, Maître. Vraiment, vous nous avez aussi touché ce soir. Dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Benchenouf, juste derrière El Omr, avec mon autre ami Salim Salhi. Merci les équipes techniques en régie de nous accompagner. Bonne soirée à tous et à demain, je l'espère.